La 22e conférence sur le climat s'ouvre demain à Marrakech, au Maroc. 195 pays, dont la Côte d'Ivoire, prendront part à l'événement. Les États africains comptent porter leur voix dans l'élaboration de la nouvelle politique de lutte contre le changement climatique. Et la Côte d'Ivoire qui vient de signer plusieurs conventions avec de grands groupes pétroliers et énergétiques. Près de 700 milliards de francs CFA seront investis dans des projets. Le but est de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de l'Afrique subsaharienne. Et nous aurons un grand angle dans ce journal. Il est consacré à la rentrée scolaire. Depuis le 12 septembre dernier, les élèves ont repris le chemin de l'école. Mais la rentrée scolaire demeure un moment d'angoisse pour les parents d'élèves qui doivent effectuer de nombreuses dépenses pour la scolarisation de leurs enfants. Un soldat au volet de la mission de l'ONU au Mali a été tué aujourd'hui. Il a perdu la vie dans l'attaque d'un convoi de casques bleus près de Douenza. C'est dans le centre du Mali. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. La COP22 s'ouvre demain à Marrakech au Maroc. 195 pays, dont notre pays, prendront part à cette 22e conférence sur le climat. Ce rendez-vous international qui doit être celui du passage à l'action va devoir préparer et organiser la mise en marche du pacte mondial de lutte contre le réchauffement climatique dont les objectifs ont été fixés dans l'accord de Paris. Les États africains comptent porter leur voix dans l'élaboration de la nouvelle politique de lutte contre le changement climatique. Et avant Marrakech, la Côte d'Ivoire a signé plusieurs conventions avec de grands groupes pétroliers et énergétiques. Près de 700 milliards de francs CFA seront investis dans des projets. Il s'agit notamment de la création d'une société de stockage massif et d'une société de pipelines. Le but est de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de l'Afrique subsaharienne. C'est ce que nous dit Mamadou Kwasi. Côte d'Ivoire, hub énergétique de l'Afrique subsaharienne d'ici à 2020. L'ambition se concrétise. Un consortium de plusieurs entreprises pétrolières et gazières s'est engagé avec le ministère du Pétrole et de l'Énergie en vue de réaliser d'importants projets. Projet d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en gaz naturel liquéfié et projet de création de sociétés de stockage massif de pipelines, le tout pour un montant de 700 milliards de francs CFA. L'arrivée du GNL en Côte d'Ivoire ouvre une autre ère dans la production de l'énergie électrique, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région. Et nous avons besoin de ce gaz pour alimenter les nouvelles unités de production d'électricité, qui doivent venir d'ailleurs en production en 2018. Et ensuite, on regarde les produits raffinés, on essaie de mettre en place un système qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être une véritable station de l'Afrique de l'Ouest. De 100 millions de pieds cubes de gaz naturel liquéfié produits par jour, la Côte d'Ivoire veut porter sa production à 500 millions de pieds cubes jour et atteindre la barre de 1 500 000 mètres cubes de capacité de stockage de produits pétroliers via pipeline. Tout ceci d'ici à 2020, un délai que le consortium s'engage à tenir. Ces projets-là existent dans le monde, aucun n'existe pour l'instant en Afrique de l'Ouest. Il va falloir trouver le bon site, la bonne technique, mais 2018 est très ambitieux mais réalisable. Donc on s'attellera tous ensemble et je pense que d'ici là, vous aurez en 2018 la Côte d'Ivoire qui sera placée sur la carte internationale du GNL mondial. L'extension du pipe de Boaké à Ferké et aussi donc de construire un stockage d'à peu près de 1 500 000 mètres cubes qui va faire à peu près 420 milliards. La Côte d'Ivoire, la Rotterdam d'Afrique, une ambition partagée par le Burkina Faso qui voit là une opportunité à saisir. Au Burkina Faso, c'est quasiment un scandale qui est une rupture de stock au niveau donc de la pompe. Et avec un tel projet, nous sommes assurés de pouvoir accomplir davantage notre mission en termes de régularité de l'approvisionnement du Burkina Faso en produits pétroliers, mais aussi en termes de coûts. La réalisation de ces importants projets se fera avec la participation de deux entreprises nationales, Petrosi et Côte d'Ivoire Énergie, dans le cadre du transfert de compétences. Parlons maintenant des journées géologiques. Elles ont eu lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny. Enseignants et étudiants des facultés des sciences de la terre et des ressources minières se sont retrouvés pour faire le bilan de leurs activités. Leur intention, montrer leur rôle dans le développement d'un pays. Le public a donc eu droit à des expositions de pierres précieuses, nous rapporte Éric Gouré. Étudiants et enseignants de l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières réunis à cette 3e édition des journées des sciences géologiques.
À travers ces jours des scientifiques, les acteurs des sciences veulent mettre à la disposition du secteur économique de la Côte d'Ivoire des atouts de la recherche scientifique. Les sciences dataires aujourd'hui constituent un pilier essentiel de l'économie de la Côte d'Ivoire. Former les citoyens ivoiriens, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, capables de prendre en charge toutes les questions qui touchent à la problématique des mines, mais également du pétrole dans notre pays. Des expositions ont permis à l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières de faire découvrir des roches et des minéraires. Cette roche est appelée schiste. Elle a plus de 3000 ans d'existence. À celle-ci s'ajoutent d'autres pierres précieuses, résultat de la recherche scientifique. Un hommage est donc rendu au premier enseignant de la faculté des sciences de la terre de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le professeur Ignace Yassé est une personnalité au service de l'université Félix Houphouët-Boigny depuis 1961. Un amphithéâtre porte désormais son nom. Le récipiendaire est reconnaissant. Merci, 1000 fois, merci et encore merci. La 3e édition des Journées géologiques a pour thème « Sciences de la Terre au service du développement en Côte d'Ivoire ». On en arrive au grand angle de cette édition consacrée à la rentrée scolaire. Depuis le 12 septembre dernier, les élèves ont repris le chemin de l'école. Mais la rentrée scolaire demeure un moment d'angoisse pour les parents d'élèves qui doivent effectuer des dépenses pour la scolarisation de leurs enfants. L'école étant devenue obligatoire, entre frais d'inscription scolaire, entretien de l'école, achat de matériel didactique, vente de fournitures scolaires à l'intérieur des établissements. Bref, la tâche n'est pas du tout aisée pour les parents d'élèves. Mais qui paye quoi? Parents, élèves et responsables d'établissement? Réponse dans ce dossier signé Christelle Menant. Entre les frais d'inscription scolaire, l'achat de fournitures et de certains matériels didactiques et d'hygiène, la rentrée scolaire est synonyme de casse-tête pour les parents d'élèves. À l'équation s'ajoutent les dérives et abus signalés dans de nombreux établissements. Ce sont les parents qui paient ou bien c'est l'établissement. En tout cas, la question reste posée. Depuis 2015, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Cette politique est soutenue par une distribution gratuite de kits scolaires aux élèves du cycle primaire. Cette année, le groupe scolaire libanais de Yopougon Maroc a reçu des kits pour les 652 élèves de l'établissement. J'ai là un kit de la classe de CM2, de CE2, et dont le contenu comporte 2 cahiers de 200 pages, 3 protège-cahiers. Dans ce kit, on trouve aussi une ardoise, une boîte de craie, 3 stylos, un crayon, une gomme, une équerre et un double décimètre. Mais ça ne suffira pas pour les 9 mois de l'année scolaire. Les parents devront fournir en plus les livres et manuels au programme. Et les papiers hygiéniques, eau de javel, balai pour nettoyer la classe et aussi pour laver les mains au cas où ils vont au besoin. Sur la facture rentrée scolaire au cycle primaire, s'ajoute donc de quoi assurer l'hygiène des enfants, mais aussi celle de l'école. Une participation qui se fait généralement à travers les COGES, les comités de gestion des établissements scolaires. Le montant est de 3 000 francs par élève et par an. La levée de cotisation exceptionnelle n'est pas en contradiction avec la politique du gouvernement de l'école gratuite. C'est une contribution volontaire que les parents apportent à la bonne marche de l'école. Le COGES agit dans les domaines suivants. Au niveau de l'entretien de l'école, au niveau aussi des aides didactiques, au niveau de l'hygiène de l'école, au niveau aussi des activités socio-culturelles et extrascolaires. Ces dépenses ne font pas toujours l'unanimité chez les parents, qu'ils soient membres ou pas des COGES. Si on nous dit de payer, je pense que c'est normal au fond, on doit aider, n'est-ce pas? On doit aider, c'est une contribution. Mais il ne faudrait pas qu'on exagère, on demande peut-être un nombre élevé. Imaginons qu'il y a 10 enfants, si les 10 enfants ont payé une boîte de craie, mais les 10 là, pendant l'année, ils vont finir 10 boîtes de craie, ça ne vient pas à l'enfant. Ça reste à l'école, quand l'année finit aussi, on ne voit pas ce qu'on a payé, ça reste à l'école. Nous tentons de découvrir ce qu'il en est. Nos recherches nous conduisent dans le quartier de Yopougon, à Siporex, où s'active une 50aine de petits libraires.
Le président de l'association des bouquinistes et libraires de Côte d'Ivoire nous fait quelques révélations. Il y a certains établissements qui nous apportent des rames, des prêts provenant de leurs établissements. On y apprend aussi que certains établissements vont jusqu'à imposer l'achat des fournitures scolaires dans leur enceinte. Il y a plein de listes qui nous parviennent que vendre à l'école, ça n'arrange pas les parents, ça n'arrange pas aussi non plus nous les libraires. Voilà. Ça fait combien? 7500. Oui, c'est pour amener tous les parents à scolariser beaucoup d'enfants, puisque le ministre nous l'a dit, l'école obligatoire. Ce n'est pas tous les parents qui achètent ici, mais ce n'est pas obligatoire. Pas obligatoire. À l'extérieur du même établissement, le son de cloche est différent. Pour l'école, c'est 7500. OK, au dehors, on peut trouver à 3000 tous les fournitures. On nous demande pourquoi on a payé en dehors de l'école. On est obligé d'acheter, sinon là, on va nous mettre au dehors. Achat de matériel didactique, entretien de l'école, vente de fournitures scolaires à l'intérieur des établissements. Nous décidons de faire le point avec le ministère de l'Éducation nationale et d'en savoir un peu plus sur les règles en vigueur. Sur l'achat de matériel didactique. Régulièrement, la craie est distribuée. Et puis, le mobilier est distribué. Et nous avons près de 16 000 écoles primaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec les nouvelles constructions qui ont eu lieu. Il est évident que même si une programmation est faite pour la distribution, cela prend du temps. Janvier 2016, la ministre de l'Éducation nationale lançait un appel aux collectivités locales demandant un transfert des compétences et des moyens d'action. Les parents sont aussi sollicités à travers les COGES, mais là aussi, il y a des limites. Les textes sont clairs là-dessus. Dire que oui, tous les ans, il faut que le COGES lève une cotisation, non. C'est une question d'urgence. Parce que entre l'expression d'une commande au niveau du ministère et la satisfaction de cette commande, il peut y avoir un temps. Pendant ce temps, on a besoin de craie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sur la vente des fournitures scolaires. La vocation d'une administration scolaire n'est pas de faire du commerce. J'insiste là-dessus. Madame le ministre est ferme là-dessus. Les sanctions, c'est de demander au chef d'établissement, n'est-ce pas, de céder sa place à quelqu'un d'autre. Entre les bonnes intentions et les risques d'abus, l'équilibre est fragile. Les rôles méritent donc d'être clairement définis. Il faut que chacun joue sa partition dans l'encadrement, n'est-ce pas, des enfants. L'État a son rôle régalien, améliorer l'accès, faire en sorte qu'il y ait une éducation de qualité, envoyer, n'est-ce pas, des enseignants, fournir, n'est-ce pas, des kits et manuels scolaires, réglementer, n'est-ce pas, la scolarisation. Mais le reste, les parents doivent prendre le relais pour s'occuper véritablement de l'éducation de leurs enfants. Voilà, c'était le grand angle de ce 20h, signé Christelle Menon, chef du service des grandes enquêtes de la rédaction. Et toujours dans le secteur de l'éducation, la question de l'orientation des élèves en seconde et celle de l'affectation des écoliers en 6e et la question de la bourse scolaire ont été évoquées dans le magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Alvorassa. La bourse scolaire existe-t-elle encore? Comment est-elle payée? Autant de questions qui ont été posées à l'invité Ayokwe Kobon Jérôme, directeur de l'orientation et des bourses de l'éducation nationale. Je vous propose un extrait de leur entretien. La direction de l'orientation et des bourses est chargée de la mise en œuvre de la politique d'orientation au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de la gestion des bourses et du suivi des cursus. Pour conduire ces activités, elle dispose de 3 sous-directions. Il s'agit de la sous-direction de l'orientation scolaire, la sous-direction chargée de la gestion des bourses et la sous-direction du suivi du cursus. L'orientation est un processus continu d'encadrement du suivi psychologique. Les conseils d'orientation qui sont dans les différents établissements sont chargés d'identifier les difficultés liées à l'apprentissage de chaque élève et d'apporter une réponse. Et la bourse est toujours attribuée aux élèves méritants, je dis bien aux élèves méritants, de la 6e jusqu'à en 3e, pour bénéficier de la bourse, il faut avoir au moins 12 de moyenne. 12 de moyenne. Mais pour prétendre renouveler la bourse, il faut avoir été bénéficiaire à l'entrée du cycle. Quand j'entre en 6e... En 6e, on peut avoir la bourse. De la bourse. Si je n'ai pas la bourse en 6e, je ne peux plus avoir la bourse. Ce n'est qu'à partir de la seconde. Maintenant, le paiement des bourses se fait dans les trésoreries. Et chacune des trésoreries a des fortunes diverses. Ici à Abidjan, les bourses sont payées jusqu'en 2016. Mais nous sommes en discussion avec le directeur des affaires financières pour voir avec le ministère de l'économie et des finances
dans quelle mesure les bourses pourraient être payées par anticipation à l'image des bourses hors Côte d'Ivoire. C'est un projet, nous pensons que d'ici là, on va apporter une amélioration au paiement des bourses dans les différents établissements. Le lycée moderne de Tafiré porte désormais le nom de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. C'est une volonté du conseil municipal de la localité qui veut rendre hommage à la grande chancelière et surtout inviter les élèves à s'inspirer de son parcours intellectuel. Notre reporter Kader Sogodogo nous conduit à la cérémonie de baptême du nouveau lycée de Tafiré. Le collège municipal de Tafiré, ouvert en 1986, est érigé en cette année scolaire 2016-2017 en lycée. Une volonté du conseil municipal de contribuer à réduire les difficultés liées à l'école dans la localité. Une bonne nouvelle ne venant pas toute seule, ce lycée est baptisé lycée moderne Henriette Dagri-Diabaté. Un hommage voulu à la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Vous incarnez aussi en tant que femme ce qu'on pourrait appeler le symbole du précurseur. Vous êtes aujourd'hui première femme présidente d'institution en Côte d'Ivoire. Comment, chère Tanti, ne pas être tenté de vous inscrire déjà de votre vivant au panthéon des personnalités les plus marquantes de l'histoire de notre pays? Une vision partagée et saluée par la ministre de l'Éducation nationale. Tanti Henriette Dagri-Diabaté. Ainsi donc, le lycée moderne de Tafiré portera votre prestigieux nom. À travers cette cérémonie solennelle, c'est l'école ivoirienne qui s'octroie le privilège de vous compter parmi les figures nationales qui lui confèrent sa crédibilité. Venue en personne pour cet hommage qui lui est rendu, la grande chancelière, tout en remerciant le conseil municipal de Tafiré et la grande famille de l'éducation nationale, a invité ses filleuls de Tafiré à ne jamais renoncer à l'effort. Je suis sincèrement flatté que le lycée de Tafiré porte désormais le nom de ma modeste personne. Pour la grande chancelière de l'ordre national, dont l'une des tâches est précisément de décerner des médailles aux citoyens les plus méritants, c'est un véritable honneur de bénéficier de cette distinction. Permettez à présent que je m'adresse aux élèves pour leur conseiller de privilégier, voire de cultiver en toutes choses l'excellence. Avant de prendre congé de ses hôtes, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a offert du matériel informatique et didactique d'une valeur de 30 500 000 francs CFA. Un don qui vient à point nommé pour le lycée moderne qui porte désormais son nom. Les communes de Botro et de Trècheville viennent de signer une convention de jumelage. Les retombées sont déjà visibles. La mairie de Trècheville a offert à la municipalité de Botro un véhicule de commandement d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Charles Tatou. Botro, dans la région de Gbeke, la localité fait partie des communes rurales du pays. Malgré ses faibles recettes fiscales, l'équipe municipale de Botro ne se laisse pas gagner par le découragement. Elle use de toutes les stratégies à la recherche d'un appui financier pour répondre aux attentes des populations. Il faut chercher des ressources additionnelles pour aider donc au développement de la commune de Botro. Et l'une des pistes, c'est à travers la coopération décentralisée. Donc, j'ai prospecté, je suis tombé sur Trècheville qui a accepté qu'on fasse une coopération sud-sud. Trècheville, l'une des communes les plus nanties du district d'Abidjan, s'est montrée très favorable. D'abord, avec quelques subventions qu'elle a accordées à la commune de Botro, notamment appui budgétaire de 4 millions de francs CFA et 20 millions de francs CFA pour l'acquisition du véhicule de commandement du maire. Pour son adhésion totale au projet, Albert François Amicha, ministre des Sports et Loisirs, par ailleurs, maire de Trècheville, s'est rendu à Botro, accompagné de ses proches collaborateurs. Objectif, signer la convention de jumelage avec le maire de Botro. Si d'autres communes le font au niveau de la Côte d'Ivoire, on verra tout de suite que la cohésion sociale va se renforcer entre Ivoiriens. Qu'on ne traitera plus en disant celui-là il vient du nord, celui-là il vient de l'ouest, celui-là il vient du centre, mais on dira ce sont des Ivoiriens. Et c'est l'objectif que le président Alassane Ouattara veut atteindre en disant le vivre ensemble. La remise d'arrêtés de nomination de maire honoraire au prédécesseur de l'actuel maire et remise officielle du véhicule de commandement du maire de Botro ont ponctué la cérémonie.
Ouvrons le chapitre religion de cette édition et je vous conduis à Lourdes où les fidèles chrétiens en pèlerinage ont franchi la porte de la miséricorde au sanctuaire non loin de la grotte de Massaïel. Parmi ces pèlerins, on compte des Ivoiriens. Le reportage de Thérèse Tapéyoboui. Quiconque entrera par cette porte pourra faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console, qui pardonne et donne l'espérance. Benoît XVI. Le sanctuaire de Lourdes. Cette année, cette porte a été ouverte pour l'année de la miséricorde. Et ces pèlerins ivoiriens, en la franchissant, ont quitté les ténèbres, leur situation de misère, pour entrer dans la lumière, dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui est bonté, justice, compassion. Ils ont quitté leur situation de fragilité pour la transformer en bonheur, en grâce, en situation de bénédiction. Et quoi de plus normal pour dire merci à celle qui s'est manifestée en ces lieux pour le rayonnement de l'amour. Depuis près de 10 ans, mon village est divisé et cela me fait la peine, beaucoup de peine. Et à la dernière fête d'indépendance, j'ai été accueilli en tant que grand-fils, grand réconciliateur. Alors je me précipite à Lourdes pour consolider cette paix qui vient de s'amorcer. Elle a fait beaucoup de choses pour nous. Elle nous a donné la grâce, sa grâce. Elle a béni ma famille. Je demande à la Vierge de guérir définitivement mon grand-père de sa maladie, de protéger ma frère, ma soeur, mes parents. Je suis venu ici pour demander l'union de ma famille après moi, l'union de la Côte d'Ivoire. Le sanctuaire de Lourdes reçoit chaque année environ 5 millions de pèlerins. Et des vœux, des prières montent vers la Vierge Marie qui est à l'écoute de tous. Et aujourd'hui, dimanche, est jour de culte pour les fidèles chrétiens. Ici en Côte d'Ivoire, l'église du christianisme céleste de la paroisse Saint-Uriel de Makori a organisé un culte spécial. Elle a célébré la 36e édition de la grande fête des moissons, une cérémonie placée sous le thème « Ma reconnaissance à l'Éternel ». David Soyo, Patricia Mouetia. Début de la célébration du culte d'action de grâce. Fidèles et cadres de la paroisse Saint-Uriel de Makori ont exprimé leur joie à l'occasion de la grande fête des moissons. La fête de moisson dans l'église céleste est un sacrement. C'est la fin de l'exercice spirituel de l'année de la paroisse. L'année au niveau spirituel est très bonne. Nous constatons que grâce aux prières, la paix est dans le pays. Amour, pardon et paix sont les principaux thèmes qui ont meublé cette célébration. Occasion donc de partager ce moment avec les autres confessions religieuses. Partout où Dieu est, je pense qu'il n'y a pas forcément qu'on soit catholique ou qu'on soit céleste. Moi, je suis catholique pratiquante et je suis là pour soutenir mes frères de l'église du christianisme céleste. C'est le même Dieu que nous prions. Moi, je crois en Dieu et je suis là pour le prier, le célébrer et lui rendre grâce à tout moment, en tout lieu. Prières, adoration et vente aux enchères ont mis fin à cette 36e édition de la grande fête des moissons de la paroisse Saint-Uriel de Makori. On va parler maintenant de mode. Le 4e festival international de la mode islamique va se tenir bientôt à Abidjan. C'est une plateforme de rencontre entre stylistes et créateurs de tenues répondant aux normes de la religion musulmane. La participation des stylistes d'autres pays africains est attendue. À l'affiche donc de ce festival, des conférences, des expositions et un défilé de mode, c'est ce que nous explique Konaté Moussa. Le voile, les bras et les pieds couverts avec cette tenue dans un style moderne et tendance. L'accoutrement en islam dans une autre facette, la version des stylistes et créateurs de mode. C'est ce à quoi l'on peut s'attendre au Festival international de la mode islamique, une activité culturelle pour promouvoir le port de vêtements répondant aux principes de la religion musulmane. On se rend compte que c'est la mode ordinaire qui est là. Par contre, il y a certaines dames qui sont amoureuses de la mode décente. Donc, comment faire pour pouvoir combler ce vide et apporter cette innovation? Nous avons de grands stylistes ici, talentueux, qui peuvent mettre leur service à la disposition de ces dames. Donc, on a voulu créer ce concept nouveau pour permettre à nos stylistes de montrer leur savoir-faire pour pouvoir habiller la femme musulmane
voilé, pour lui permettre de se présenter dans la société correctement, avec un style de vestimentaire acceptable. Le Festival international de la mode islamique est à sa 4e édition. Il se tiendra du 26 au 27 novembre 2016 à Abidjan. L'innovation cette année, c'est la participation d'acteurs de mode d'autres pays africains. L'événement sera meublé par des expositions, des conférences et un défilé des créateurs de stylistes modélistes. On s'intéresse à un autre festival, c'est le Festival international du théâtre d'Abidjan qui se déroule en ce moment à Yopougon et à Trècheville. Le thème retenu, le théâtre, facteur de cohésion sociale et de développement en Afrique. Le but est de donner une place de choix au théâtre en Côte d'Ivoire et aussi en Afrique. Isaïo. Les hommes des planches à l'honneur à l'occasion de la 6e édition du Festival international du théâtre d'Abidjan, FITA. Pendant 5 jours, le public a la possibilité d'apprécier les pièces des différentes troupes d'ici et d'ailleurs. La comédienne de la compagnie Coco Théâtre du Bénin donne le ton à travers le spectacle Bête tactique à la rue des Pingouins, une pièce qui pose le problème de la mondialisation. Le patois a l'image que le jette le miroir. Sur le cinéma, réalisateur suffira d'un instant à l'autre coupé. C'est dans la voix des enfants. Et je retournerai me loger dans ma vie avec des garçons. Le FITA, initié par la compagnie Siamois Expression, vise à donner une place de choix au théâtre tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Le théâtre était très en baisse en Côte d'Ivoire. Donc il fallait un festival pour réveiller le théâtre et éveiller les consciences. C'est grâce au théâtre qu'on s'exprime, qu'on arrive à réunir plusieurs peuples aujourd'hui. Il n'y a que des festivals pour faire vivre le théâtre dans tous les pays. Je suis là pour essayer de rencontrer, de voir des spectacles d'abord et voir qu'est-ce que je peux avoir pour ma structure, quelles sont les collaborations qu'on peut avoir pour de futures créations et comment je peux recevoir des spectacles au niveau du Burkina Faso. La France, le Maroc, le Bénin, le Burkina Faso sont entre autres les pays qui prennent part à ce rendez-vous des planches en terre ivoirienne. Le Rwanda renforce sa collaboration avec la Côte d'Ivoire. Une importante délégation vient justement de séjourner à Abidjan. Elle vient de Kigali. Au cours d'une soirée culturelle, le pays, c'est-à-dire le Rwanda, a dévoilé un pan de son riche patrimoine et d'énormes potentialités dans les domaines du tourisme et de la culture, des potentialités que les Ivoiriens ont été invités à découvrir, nous dit Serge Kolia. Une forte délégation d'environ 200 personnes venues du Rwanda pour renforcer les liens d'amitié entre ce pays et la Côte d'Ivoire. Dans les valises de ces visiteurs, la culture rwandaise. Des rythmes servis aux convives de ce dîner. La direction du tourisme du Rwanda ainsi que le directeur du cabinet du ministre des Transports ivoirien ont vanté tour à tour les potentialités des deux pays. Désormais, les Ivoiriens pourront facilement se rendre à Kigali. De même, les Rwandais pourront rallier Abidjan en 6 heures. Toute chose qui ouvre grandement les voies des relations entre les deux pays. L'ambiance est tout autre au Mali où un soldat togolais de la mission de l'ONU a été tué aujourd'hui dans l'attaque d'un convoi de casques bleus près de Douensa. C'est dans le centre du Mali. Les 2 civils qui suivaient le convoi ont été touchés. Leur sort est incertain selon des sources militaires et sécuritaires. Notez qu'avant-hier, un autre soldat, cette fois-ci de l'opération Serval, a trouvé la mort dans l'explosion d'une voiture. Il a succombé à ses blessures. Je vous propose maintenant le 7 sur 7 pour le reste de l'actualité dans le monde. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Pour ce tour du monde, donc en 7 jours, nous irons notamment en Centrafrique pour voir la fin de l'opération française à Sangaris et en Irak, marquée par l'entrée des forces irakiennes à Mossoul pour déloger les islamistes de l'État islamique. Le 7 sur 7, c'est avec Gabriel Zani. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a officiellement proclamé ce lundi à Bangui la fin de l'opération militaire française de Sangaris lancée en Centrafrique en décembre 2013 au plus fort des massacres entre les communautés du pays. 350 militaires français restent cependant déployés dans le pays.
Les forces irakiennes ont pénétré mardi dans l'est de Mossoul au 16e jour d'une vaste offensive visant à reprendre au groupe État islamique la deuxième ville d'Irak. Une intervention à haut risque dans cette ville où sont piégés environ 1,5 million d'habitants, dont 600 enfants. Des exécutions, des prises d'otages ne sont pas à exclure. Jacob Zuma à nouveau empêtré dans un scandale. Mercredi, un rapport sur les liens compromettants entre le président de la République sud-africaine et les Gupta, une riche famille d'hommes d'affaires accusés de peser sur les choix du gouvernement, a été publié. Ce document de 355 pages contient les contacts, les rencontres et les conversations entre membres du gouvernement. Les appels à la démission du président se multiplient. Retour à l'ordre institutionnel au Liban. Après 29 mois de vide, le pays a un nouveau président. Michel Aoun a désigné jeudi Saad Hariri, fils de Rafid Hariri, assassiné en 2005 Premier ministre. Il devra former un gouvernement après concertation avec tous les courants politiques libanais. Figure libanaise sunnite, Saad Hariri a déjà occupé ce poste entre 2009 et 2011. Vendredi 4 novembre, les électeurs américains ont commencé à voter pour la présidentielle du 8 novembre. Le vote anticipé est autorisé dans 57 États, dont la Caroline du Nord, où l'on note cette année un engouement particulier. Côté sondage, les deux candidats sont au coude à coude. Le suspense reste entier jusqu'au soir du 8 novembre. Isatou Touré, la première femme candidate à l'élection présidentielle de la Gambie, a annoncé samedi son retrait de la course au profit du candidat unique de l'opposition Adama Barrow. Cette partie d'opposition désigne Adama Barrow comme candidat unique du Parti démocrate unifié UDP, principale formation de l'opposition. L'opposition veut battre le président sortant Yahya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans. Le principal parti pro-kurde de Turquie et le troisième parti du pays, le HDP, le Parti démocratique des peuples, a annoncé ce dimanche qu'il cessait toute activité au Parlement après l'arrestation de 9 de ses députés, dont les 2 coprésidents du parti. Ces dirigeants pro-kurdes sont en détention préventive depuis vendredi. Ils sont accusés de soutien aux terroristes du PKK dans le sud-est du pays. Voilà, ce journal est terminé, mais retenez que l'actualité continue. Merci à la régie et à vous tous de nous avoir suivis.